nous, aujourd'hui, quand on regarde nos thèses d'investissement, notre but dans la vie, c'est pas de générer le plus de cash pour rembourser la dette. Notre but dans la vie, c'est de faire croître les business. Je reviens sur quelque chose que tu as dit tout à l'heure. Tu as dit, historiquement, ces entreprises, elles faisaient 10%, 11% Hum, d'EBITDA, et donc hum. c'était pas jugé suffisant pour des fonds de LBO. Euh, ce qui, euh, Ce qui provoque un regain d'intérêt aujourd'hui, c'est que ces entreprises, elles ont fait monter leur marge, ou que les fonds de LBO ne cherchent pas nécessairement 20, 30, 40%, mais que 10% ça marche. La réponse, c'est la réponse 2. C'est-à-dire que je pense que les fonds, et nous également, on s'est rendu confortable avec ces niveaux de marge. Parce que, et ça peut-être qu'on en parlera plus tard, mais il y a quelque chose qui a pas mal évolué dans ce qu'on appelle le LBO, c'est que nous, aujourd'hui, quand on regarde nos thèses d'investissement, notre but dans la vie, c'est pas de générer le plus de cash pour rembourser la dette. Notre but dans la vie, c'est de faire croître les business. D'accord. Et donc avant, à 10% de marge, tu disais, bon, bah, si j'ai un PET, je pourrais pas rembourser ma dette. Bon. Nous, maintenant, on réfléchit un petit peu différemment. On se dit, bon, bah, j'ai un business qui fait 100 de chiffre d'affaires, 10 de profit. Comment est-ce que je fais pour passer ce business à 200 de chiffre d'affaires et 20, 25 de profit, tu vois. Alors, donc, on sait qu'on n'aura pas des marges énormes, même si je pense qu'on peut faire beaucoup mieux. Mais on va plutôt se pricer la croissance que la capacité à générer du cash. Donc Alors c'est ça qui a un petit justement, peu changé. mais c'est intéressant ce que tu dis, on peut faire beaucoup mieux. Nous, on voit deux choses aujourd'hui sur le marché, et j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus. La première, c'est une tendance. J'aurais tendance à dire qu'elle a commencé en 2018-2019, mais qu'elle allait doucement. Puis la Covid a accéléré, et j'ai le sentiment que les fonds de LBO sont en train d'accélérer massivement là-dessus. C'est qu'ils engagent fortement leurs cibles ou leurs acquisitions à opérer elles-mêmes une grosse transformation digitale pour aller chercher de la marge supplémentaire. Est-ce que toi, c'est ce que tu vois? Est-ce que c'est ce que vous poussez chez Apax? Absolument. Alors, pour parler 2 secondes de ce qu'on a développé chez Apax, parce que depuis une dizaine d'années, en fait, les fonds d'investissement et Apax en particulier, je veux dire, on s'est pas mal structuré. Donc nous, par exemple, chez Apax, on a quelqu'un qui est dédié à ça, qui s'appelle Grégory Salinger, qui est notre Chief Digital Officer, et qui, dans toutes nos boîtes de portefeuille, que ce soit les sociétés de distribution ou les ESN, les sociétés de télécom, va pousser à la digitalisation et être un petit peu, enfin voilà, il va engager les entreprises à réfléchir à ces sujets-là. Et on s'est rendu compte que parfois les cordonniers sont les plus mal chaussés. C'est-à-dire que certaines ESN, bon bah elles vont vendre toute la journée de la transformation digitale chez leurs clients, et parfois elles n'ont pas mis en place tous ces process chez elles. Et donc nous on pousse beaucoup ça. On pense qu'il y a beaucoup de valeur à créer, à déployer des solutions digitales pour gérer ta force de vente, pour gérer ton staff, pour gérer ta relation client, etc., etc. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on insiste beaucoup et sur lesquels on peut même déployer des gens d'Apax pour aider les dirigeants à faire ce chemin, en fait. Notre thèse, nous, chez vous, c'est que globalement, ce marché perd 5 points d'EBIT, faute d'avoir digitalisé son staffing, c'est-à-dire d'avoir optimisé réellement cette allocation du portefeuille projet avec des compétences internes et externes. Tu en penses quoi? Bah, je pense que enfin, c'est l'avenir. Il va falloir passer par là. Surtout si dans un marché qui est quand même de l'emploi qui est tendu sur les compétences rares, tu as besoin de gérer mieux ton staff, le pricer au mieux, et enfin, je pense que c'est un chemin que toutes les ESN vont devoir faire. Euh, et en plus, je suis assez d'accord avec toi. Je pense qu'il y a bien, je sais plus si c'est pas 5, c'est 3, enfin, point de marge à aller chercher sur ça. Euh, Parfois,
des boîtes qui vraiment marchent super bien pour une croissance vraiment très soutenue. Je discute avec eux de comment ils gèrent leur staff et leur staffing. C'est artisanal, quoi. Enfin, c'est pas vraiment artisanal de chez artisanal, mais il y a beaucoup de choses à faire. Voilà, ça pourrait être fait de manière plus Ouais, efficace. on voit, je sais pas si tu partages ça, hein, mais nous, ce qu'on voit aussi, c'est que finalement, la crise de la Covid fait qu'on a cassé les frontières. C'est-à-dire que ce sont des business qui se sont développés de façon très locale, avec souvent un business unit manager, un skill center manager, je sais pas, bref, des managers qui gèrent 50, 80 personnes, qui les connaissent, hein, ces 80 personnes. Et globalement, quand tu étais à Aix-en-Provence, tu staffais dans la région. Quand tu étais à Nantes, tu staffais dans la région. Et puis, tu faisais un peu de nearshore, mais bon, pas plus. Mais à Noisy-le-Grand, quand il fallait que tu ailles staffer pour une grande banque, eh ben, il fallait que tu habites près de Noisy-le-Grand, quoi. Mm. Et là, aujourd'hui, on a le sentiment, avec un taux de télétravail dans des grandes ESN qui est à 85-90%, hein, ce qui est quand même incroyable. On a vécu une C'est énorme. transition monstrueuse. Ouais. On a l'impression que toutes les frontières sont en train de se casser et que finalement, il faut que ces sociétés, elles aient une vision globale de leur staff. Est-ce que tu vois ça? Est-ce que tu penses que le nearshore et l'offshore que la crise de la Covid va transformer ou accélérer le nearshore et l'offshore? Moi, je pense que ça va très nettement l'accélérer. Alors nous, euh, c'est vrai qu'il y a quelques temps, déjà, aller faire du nearshore en province, c'était pas évident. Donc, parce que les gens aiment bien être. Les gros clients sont à Paris, donc aller staffer des gens à Lyon, à Lille ou je ne sais où, c'était pas évident. On avait commencé à faire, par exemple chez GFI, là, on avait commencé à créer des centres de services assez importants en région, etc. Là maintenant, ça va être enfin, c'est même plus un sujet, je dirais. Donc ça, c'est la première étape de nearshore. Et ensuite, je pense que de plus en plus, et même pour des ESN de taille intermédiaire, il va y avoir une réflexion avec le télétravail à ouvrir le nearshore même au-delà. Alors pas forcément dans un premier temps en Inde, mais ne serait-ce que dans les pays limitrophes. Chez GFI par exemple, on avait pas mal développé le Portugal, l'Espagne, et ça marchait en fait très bien. Et je pense que ça va s'accélérer. Ça va être une manière, je pense, de protéger les marges pour les entreprises. Peut-être aussi remettre de la valeur sur les couches qu'ils vont garder en France. Tout ça pour avoir un équilibre win-win entre les donneurs d'ordre et le SN. Ça, on le voit beaucoup. D'accord. Et à mon avis, ça c'est intéressant parce que les ESN pourraient peut-être s'inspirer un peu des grandes sociétés d'ingénierie qui, elles, travaillent déjà énormément à l'international dans les pays limitrophes. Est-ce que tu vois un impact aussi sur le télétravail? C'est-à-dire que moi, je vois des fonds qui sont en train de me dire, nous, on va pousser à réduire la taille des locaux parce que ça a un impact très très fort sur le PNL. Et puis finalement, avec le télétravail, on va pouvoir réduire et donc améliorer les marges. Alors nous, je pense que ça va se faire naturellement. Nous, dans nos boîtes, on ne le pousse pas spécifiquement. Mais par contre, enfin là j'ai un exemple en tête. En ce moment, je n'avais pas le nom, mais effectivement, le dirigeant nous a appelé pour nous dire, bah écoute, avec le télétravail, moi j'ai une population de développeurs, ils peuvent bosser de chez eux et ils sont très contents. Par exemple, mes locaux très chers à Paris ou en banlieue parisienne, je vais les réduire. Alors, c'est sûr. Je pense qu'on aura quand même toujours besoin de locaux. Oui, bien sûr. Ça c'est sûr, faut pas se leurrer. Mais effectivement, la flexibilisation du travail, le fait que les gens peuvent bosser un peu de partout maintenant avec un ordi, ça va avoir un impact assez fort, ouais, sur les mètres carrés, quoi, tout simplement. Donc nous, on le pousse, on va jamais de toute façon dire à un dirigeant, il faut que tu fasses ça. Absolument, il faut que tu réduises tes bureaux. Mais généralement, ça vient naturellement dans la discussion et de même, parce qu'ils voient bien que les locaux sont trop grands, les gens se voient plus à la limite dans les bureaux, donc il y a une vocation à effectivement réduire.